Bonsoir tout le monde. Vous êtes un peu chaud ou pas? Ok. J'aimerais bien commencer par une petite expérience de pensée qu'on peut faire ensemble, en sachant qu'on est en live là, qu'il y a peut-être plein de monde qui nous regarde. Donc à tous les gens qui nous regardent en stream, j'aimerais qu'on fasse cette petite expérience de pensée maintenant tous ensemble. S'imaginer une grande salle de spectacle parisienne avec des bourgeois en costume dedans qui viennent à une soirée caritative. Et d'un coup, dans la soirée, des effluves comme ça, pestilentielles, qui commencent à monter un petit peu de partout. Les bourgeois qui se mettent la manche devant leur nez. Des agents de sécurité qui commencent à balancer du détergent un petit peu partout dans les allées, qui commencent à faire de la fouille au corps aux bourgeois à l'entrée des toilettes. S'imaginer ça, et ensuite, sur le toit de cette grande salle de spectacle, des feux d'artifice qui éclatent un peu de partout, lancés par un groupuscule justicier, vengeur, du nom de je sais plus, mais PES sont leurs initiales. Probablement des antifas du 9e arrondissement piqués dans leur orgueil. Donc voilà, donc cette expérience de pensée, elle s'est passée hier, c'est avant-hier, pardon, pendant les nuits du bien commun de ce terrain. Donc j'aimerais qu'on fasse un maximum de bruit pour la section carrément anti-ce-terrain. Et à la parade à l'extrême sécurité. Stupidité. Voilà. Qui ont mis une pression d'enfer au FAF. Et ça fait très 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 plaisir. Je pense qu'on peut continuer dans cette chaleur en applaudissant Nader, qui est présent ce soir aussi. On peut applaudir Mamadou, du Jeune des collectifs de Belleville. Diallo, qui est juste à côté de lui, de l'intercollectif des sans-papiers du 75. Salomé, de la CGT Spectacle. Et Charles, d'Artistes pour la Palestine. On peut le dire, c'est un peu un All-Stars ce soir. Donc voilà, en fait, cette soirée, elle a lieu ici, en fait, par rapport à une discussion qu'on avait eue avec les organisateurs de la Journée internationale des migrants, qui aura lieu le 18 décembre. Et le but, c'était nous de pouvoir faire une soirée en amont, d'essayer de filmer ça pour pouvoir après le diffuser sur les réseaux et donner de la force. Au fur et à mesure, du coup, on a monté une petite équipe avec les gens disponibles et surtout autour des luttes qui ont lieu en ce moment, que ce soit dans la culture, mais un petit peu autour aussi. Donc voilà, c'est à ça qu'on a abouti, en sachant que en gros, cette soirée est organisée par la commission campagne arpentage de culture en lutte. Donc on est tous amateurs, amatrices, on est des militants, bénévoles, on fait ça, on expérimente ce format live en se disant que peut-être on pourra continuer là-dessus par la suite. Donc on est très 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 content que ça puisse se réaliser. On s'excuse du manque peut-être de professionnalisme qu'on aura, c'est quelque chose qu'on tente. Voilà, donc on est au frigo, c'est important de le dire. Parce que les frigos, cet atelier, comme 5 ou 6 autres, je ne me rappelle plus, mais des ateliers d'artistes sont expulsables depuis octobre. Donc cette soirée est co-organisée avec les personnes des frigos, mais aussi le but c'est de récolter un petit peu d'argent, non seulement pour les sans-papiers qui vont se mettre en grève le 18, mais aussi pour les résidents des frigos qui sont en voie d'expulsion, en sachant qu'ils ont une amende depuis octobre, je ne sais plus quelle date exactement, mais de 100 € par jour. Donc c'est un petit peu chaud pour eux en ce moment. Donc voilà. Voilà pour l'intro un petit peu de la soirée. Donc comment ça va se dérouler, c'est que chaque personne que je vous ai présenté au début fera une petite présentation de son collectif, de ses actions pendant 10-12 minutes à peu près. Et ensuite, on aura une discussion un peu tous ensemble pour voir comment on peut s'organiser, comment on peut converger tous ensemble dans le secteur culturel, mais aussi ailleurs. Donc
Je vais vous faire une petite présentation de Culture en lutte, parce que c'est le collectif mouvement qui est à l'origine de cette soirée. Normalement, ça aurait dû être la camarade Esther qui l'aurait fait à ma place, mais elle n'a pas pu venir ce soir. Donc on lui envoie plein de pensées, parce que Esther, elle a été très très présente dans le mouvement, elle s'est beaucoup battue, et si on est là ce soir aussi, c'est grâce à son travail militant et à tout l'effort qu'elle nous a donné. Donc on lui envoie plein de pensées, et voilà. Et en attendant, c'est à moi qu'incombe la tâche d'écrire Culture en lutte. Je vais essayer de le faire. Du coup, Culture en lutte, c'est un mouvement de travailleuses et de travailleurs précaires de la culture et des arts. On est réunis ensemble depuis à peu près le mois de février, mois de mars, et on n'a pas démobilisé depuis. Donc on est porté par une intersyndicale, CGT Spectacle, CNTSO et Sud Culture. Donc voilà, nous on s'est retrouvés autour des coupes budgétaires qui ont été annoncées en février, en sachant que la plupart d'entre nous on était déjà précaires depuis 10 piges. Donc voilà, on s'est beaucoup fédéré autour de l'idée de continuité de revenus pour les artistes auteuristes. On essaye aussi de développer ensemble l'idée d'une sécurité sociale de la culture et d'un secteur culturel qui serait autogéré par les travailleuses et les travailleurs, débarrassé de l'État et du marché. C'est peut-être pas pour tout de suite, mais en tout cas, on y réfléchit et on va essayer de s'organiser dans ce sens-là. Donc voilà, précaire, ça veut dire que pour la plupart, en fait, on est des travailleurs, travailleuses indépendantes, en contrat précaire, contrat court, exclus des collectifs de travail, donc c'est très compliqué de nous retourner contre des employeurs en fait. Donc c'est pour ça qu'on essaie d'inventer des stratégies de blocage et de lutte comme des occupations de lieux et des actions coup de poing. Et donc voilà, aussi précaire, ça veut dire une chose, c'est que on est réunis entre précaires dans le sens où en fait depuis le début du mouvement on n'a eu à peu près aucun geste de solidarité, aucun geste de soutien, aucun mot, aucune mention de la part d'artistes ou d'auteuristes un peu connus de gauche, un peu connus ou un peu stylés, un peu en vogue. Aucun mot, rien, franchement, n'existe pas pour eux. C'est là qu'on voit qu'il y a une différence de classe très forte dans le milieu de la culture et que l'idée un petit peu de l'artiste, créateur, créatrice, etc., qui planerait un peu au-dessus du monde, pour nous, c'est pas du tout vrai. La question matérielle se pose chaque jour. Donc voilà. Mais en tout cas, on arrive à s'organiser. La preuve en est qu'on crée notre média. On n'est pas diffusé dans des grands lieux, dans des théâtres. On passe pas à la télé, mais on va se diffuser nous-mêmes. On va faire comme ça. Et puis, ça fait 10 mois qu'on fait comme ça. On va continuer. Donc voilà. J'espère que je vous ai bien présenté Culture en lutte. Maintenant, on va passer aux invités. Et pour commencer, c'est Salomé de la CGT Spectacle qui va nous parler de la bataille culturelle avec l'extrême droite et plus précisément des Nuits du bien commun de ce terrain et de la coordination antifasciste qui s'est montée contre lui récemment. Merci. Bonsoir. Oui, je vais commencer par dire que c'est très directement lié en fait les problèmes qu'on a donc de coupes budgétaires et les luttes contre l'extrême droite qui s'immisce partout dans nos secteurs. C'est vraiment très intimement lié. C'est vrai que comme Hugo l'a dit, on est mobilisés nous depuis des mois. C'était déjà des secteurs qui pour beaucoup étaient en grande difficulté financière et très fragilisés par notamment la crise Covid. Par exemple, en spectacle vivant, il y avait beaucoup de structures déjà fragilisées et c'est des secteurs où il y avait besoin d'injecter de l'argent de manière assez urgente puisque, comme Hugo le disait, on est beaucoup de précaires et les projets sont également en situation de grande précarité. Et au lieu d'injecter de l'argent, donc petit à petit, il y a eu des coupes qui se sont effectuées au niveau du ministère de la Culture et également au niveau des collectivités territoriales qui, pour beaucoup, ont choisi en fait de couper dans le secteur culturel, dans le secteur associatif, dans la santé, dans l'éducation. Donc ça, vous avez dû le suivre pendant ces derniers mois. Et donc, il y a des luttes qui se sont organisées.
Et on essaie de construire, en fait, nous, depuis quelques temps, des nouveaux états généraux de la culture pour réussir à construire ensemble, en fait, à réfléchir et construire ensemble les services publics de la culture qu'on souhaite avoir, et que ce soit réfléchi et créé par les personnes qui concrètement construisent et conçoivent et construisent les projets, que ce soit pas fait par des personnes qui n'en ont rien à faire et qui savent pas de quoi elles parlent. Donc voilà, il y a des nouveaux états généraux de la culture qui se construisent un peu partout, et pour réfléchir également à la question du financement. Parce que pour mener cette lutte contre l'extrême droite et contre la bataille culturelle que mène l'extrême droite en ce moment, c'est vraiment nécessaire d'avoir les fonds et d'avoir de quoi monter nous nos projets, et de pouvoir offrir de pouvoir développer des projets avec la culture que nous on défend, et qui défendent les valeurs qui sont les nôtres, donc d'entraide, de solidarité, de pouvoir transmettre l'histoire dans toute sa vérité, et voilà, donc c'est vraiment c'est vraiment très intimement lié. Et en fait, donc dans la culture, on est attaqué de toutes parts par l'extrême droite. La concentration financière dans les médias, elle est dénoncée depuis longtemps, on la pointe depuis longtemps. On voit bien comment c'est les milliardaires qui soutiennent l'extrême droite rachètent petit à petit divers titres de presse, mais également que possèdent les chaînes. Il y a également concentration financière dans les salles de spectacle. Donc, il y a les groupes, Lagardère qui passe après aux mains de Bolloré. Voilà, Bolloré qui a l'Olympia. Il y a Fimalac qui a toute une série également de salles partout en France. Et en fait, donc, ça leur permet de notamment organiser, au lieu de faire des spectacles, des soirées comme les Nuits du bien commun de Sterrin, ou également de programmer des reconstitutions historiques très 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 révisionnistes, et qui propagent. Enfin voilà, c'est une histoire de France revisitée vraiment à la sauce identitaire, réactionnaire, ultra conservatrice. Et donc voilà, il y a tout cet aspect-là, l'aspect également, tout ce qui est, les journalistes sont également là je parle au nom de la CGT Spectacle, que je connais plus évidemment puisque j'en fais partie. Donc les journalistes ont intégré notre fédération, et dénoncent. Il y a par exemple Sterrin, dont on parlait tout à l'heure, qui est le fondateur des Nuits du bien commun, qui a racheté avec Bolloré, avec Arnaud, avec Saadé également, une école de journalisme. Donc on voit que c'est en fait, il s'immisce dans tous les secteurs. Et Sterrin également, par exemple, finance des influenceurs, influenceuses, des jeunes médias en ligne, une chaîne qui s'appelle Les Films à l'arrache, qui, sous couvert de sketch humoristique, c'est des trucs anti-féministes, anti-antiracistes, anti-écolo, anti-woke, quoi, on va dire, pour résumer. Donc voilà, c'est vrai que nous on a des batailles à mener dans beaucoup d'endroits. Et donc on met en place des choses concrètement. Donc on a des groupes de travail par exemple qui étudient particulièrement par exemple le CNews qui s'y dit. On a des groupes de travail qui ont rejoint les sections carrément anti-Sterrin, et pour organiser des mobilisations autour des Nuits du bien commun qui ont lieu un peu partout en France, et qui sont des soirées sous couvert c'est des soirées philanthropiques qui, sous couvert de levée de fonds pour des associations, permettent de faire la promotion des idées de l'extrême droite. Déjà, d'une part, parce que ces associations sont pour beaucoup pointées comme étant très réactionnaires, type
anti-IVG ou dans la mouvance de la Manif pour tous, enfin voilà, ce genre d'assaut. Après, dans l'eau, il y en a quelques-unes qui doivent se faire avoir et qui sont lauréates, on va dire, malgré elles, en ne sachant pas où elles mettent les pieds, et parce que, en fait, comme il y a plus d'argent qui est filé aux assos, en fait, effectivement, il y a plein d'assos qui sont en galère. Donc, peut-être certaines se tournent vers ce genre de soirée pour espérer récupérer des fonds. Mais il faut bien savoir que, à l'heure actuelle, depuis que le projet de ce terrain a été dévoilé par un journaliste de l'UMA il y a déjà un petit moment maintenant, et que de plus en plus de monde sait qui est ce terrain, il y a des veilles qui s'organisent dans toutes les villes où ces soirées ont lieu, et des personnes qui contactent chaque association pour leur dire où elles mettent les pieds et qui se cache derrière ces nuits. Donc après, de faire le choix d'y rester, ça veut dire quelque chose. Donc voilà, après, ça s'appelle un choix, et de temps en temps, c'est compliqué à faire. C'est compliqué à faire pour les personnes qui travaillent également et qui peuvent se retrouver en galère. Et comme on le disait, dans nos secteurs, on est passé de la précarité à la pauvreté pour beaucoup. Donc il y en a peut-être qui sont tentés d'aller bosser sur des spectacles sans trop chercher ce qu'il y a derrière. Et là encore, il faut absolument que nous, c'est un de nos boulots de faire de l'information à tout prix pour informer les gens et leur dire également qui est à l'origine de ces spectacles, qui finance ces spectacles ou qui finance ces nuits. Et ensuite, c'est une question de choix. Et voilà. Mais j'espère que la majorité des personnes choisiront de refuser de travailler sur les spectacles financés par les milliardaires d'extrême droite, milliardaires ou moins milliardaires, enfin, ou moins fortunés, mais enfin par les personnes de l'extrême droite. Voilà, donc je pense qu'on a un boulot énorme d'information à faire. On l'a fait par exemple en amont de la Nuit du bien commun du 4 décembre à Paris. On avait fait un chapiteau antifacho au Cirque électrique avec 3 tables rondes avec beaucoup d'invités de pas mal de secteurs. C'était très varié, donc on voyait l'ampleur du système terrain et de tous les endroits où il s'immisce. Et puisque son projet est également de former des personnes pour qu'elles soient élues dans les municipalités. Et donc, on rappelle que les élections municipales, c'est dans quelques mois. Donc, voilà, donc il y a urgence à agir, et à agir en groupe comme on l'a fait au moment de la dissolution, où ça a bien fonctionné. On a montré qu'en groupe, on réussissait à faire des choses. Bon, après, ça, malheureusement, Macron n'en a pas tenu compte, mais ça, voilà. Mais et là, voilà, il y a de nouveau des orgas diverses, syndicales ou des collectifs, des assos qui se regroupent. Et donc il faut absolument en profiter et continuer ce boulot ensemble, parce que en effet, chaque orga contre l'extrême droite, on n'a pas les forces. Voilà, donc continuons à être unis et à organiser ce genre de rencontres et d'actions aussi, puisque voilà, après il faut aussi agir sur le terrain. Merci beaucoup. Effectivement, c'est vrai que l'extrême droite a au moins le mérite de nous unir. Et voilà, si on peut lui donner au moins un mérite. Et la coordination antifasciste qui s'est montée contre ce terrain, elle ressemble beaucoup en fait à déjà la coalition qu'il y avait dans Désarmons-Bolloré et l'autre coalition qu'il y a eu dans Guerre à la guerre, qui sont toujours des coalitions qui existent et qui tendent à s'installer dans le temps, qui vont refaire parler d'elles, je pense, bientôt. Et donc c'est vrai que là, on est face à une nouvelle forme un petit peu de militantisme, un petit peu actuelle aujourd'hui, et je pense que c'est super. Et en tout cas, cette coordination antifasciste qui s'est montée récemment, je pense qu'elle va durer, elle est bien partie pour durer.
Donc là, on a vu du coup la dimension un petit peu bataille culturelle extrême droite au niveau du privé, au niveau des milliardaires, etc. Mais en ce moment, dans l'actualité, il y a aussi la complicité de l'État français avec l'État génocidaire d'Israël. Est-ce que Charles, tu te sens de nous faire... Charles qui fait partie de Artistes pour la Palestine, est-ce que tu te sens de nous parler de ton collectif et peut-être aussi de la Philharmonie récemment, de ce qui s'est passé ? Bonsoir à tous, merci à Culture en Lutte pour l'invitation, merci au Frigo de nous accueillir. Donc je suis Charles, je suis dramaturge et metteur en scène et j'ai rejoint le collectif Artistes pour la Palestine il y a 1 an au moment de sa création. Donc c'est un collectif qui est né en 2024, en novembre, et qui a pour objectif de se faire l'écho et de répondre à la campagne de boycott académique, enfin la campagne palestinienne de boycott académique et culturel d'Israël, donc le PACBI, qui est un appel qui a été lancé en 2004 et qui a des lignes directrices très claires sur les manières dont on peut mener un boycott et la légitimité d'un boycott des institutions israéliennes à l'étranger, en France, donc notamment dans leur collaboration avec des institutions publiques. Le collectif a donc ce premier objectif de répondre à cet appel, de pouvoir le mettre en pratique, mais il a aussi pour objectif de créer un réseau de solidarité dans le milieu culturel, étant donné qu'on a pu constater que nos différentes prises de position contre le génocide ont pu participer à notre précarisation aussi. Donc l'idée étant aussi de créer ce nouveau réseau de solidarité, donc il y a un réseau de solidarité entre artistes, mais surtout pour le peuple palestinien. Donc je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec ce qui s'est passé il y a un petit mois de ça à la Philharmonie de Paris. Donc la Philharmonie a accueilli l'Israel Philharmonic Orchestra, qui est donc l'orchestre national d'Israël, dirigé par son chef Lav Shani. Et donc, selon les lignes justement du PACBI et des différentes conduites qu'on peut adopter dans un boycott, cette formation musicale et son chef coche toutes les cases de l'appel à boycott, à savoir qu'il s'agit d'institutions dont le rôle est de faire passer Israël pour une démocratie à l'étranger et de normaliser aujourd'hui des crimes de guerre et un crime contre l'humanité, aujourd'hui un génocide. Donc l'action dont certaines d'entre vous ont pu témoigner dans les médias avec les fumigènes qui ont brillé de mille feux dans la salle de concert, elle a un précédent, à savoir le collectif a lancé déjà une campagne de boycott depuis septembre contre la Afshani, donc contre ce chef, notamment par rapport à ses prises de position dans la guerre, enfin ce qu'ils appellent la guerre, donc dans le génocide, à savoir que dès 2023, il appelait toute la société israélienne à rejoindre l'armée, à soutenir son armée. Ensuite, il a mis un peu d'eau dans son vin pour les médias occidentaux, mais le fait est qu'il participe toujours à la même stratégie d'effacement du génocide, en utilisant tous les arguments possibles et inimaginables, dont l'instrumentalisation de l'antisémitisme. Et ça, j'y reviendrai parce que c'est archi important, je pense, pour ce qui concerne l'instrumentalisation, enfin plutôt la coordination qu'on peut adopter dans nos luttes. Ça reste un sujet clivant et aujourd'hui, il faut qu'on soit très clair sur ce qu'est l'antisémitisme et la manière dont il est instrumentalisé par l'extrême droite. Donc le 6 novembre, après différents appels, on a fait 3 appels à la Philharmonie, des lettres publiques qui ont été signées par divers artistes, plus ou moins connus, surtout issus de la musique classique, mais aussi des publics. Et donc après cela, donc la Philharmonie nous a répondu une seule fois en disant qu'ils n'allaient pas annuler le concert. Ils l'ont justifié aussi en disant qu'ils avaient programmé des artistes palestiniens dans leur saison. Donc ils mettent dos à dos des individus et des représentants d'un État génocidaire, dos à dos des personnes qui sont oppressées et des oppresseurs. Donc, mais tout va bien en France, Macronie, hein, c'est OK de faire ça. Et donc le 6 novembre, le soir du concert, un dispositif jamais vu pour de la musique classique a été mis en place en collaboration avec les forces de l'État et la Philharmonie, à savoir qu'une grande partie du 19e arrondissement était bloquée, interdiction de rassemblement. Je crois qu'on a compté plus de 200 flics mobilisés à la Philharmonie.
les renseignements généraux français et israéliens à l'intérieur, plus les forces de l'ordre qui avaient comme mission d'assurer la sécurité du concert. Donc ce qui est en fait tout un tas de mesures qui ont été prises et qui illustrent finalement leur conscience de faire quelque chose de mal. En tout cas, de participer aujourd'hui à l'accueil d'une force normalisant le génocide. Donc nos camarades de Palestine Action ont réussi quand même à interrompre à 3 reprises le concert. Et donc on a vu toutes et tous la violente répression à laquelle ils ont fait face, que ce soit de la part du public qui ont frappé beaucoup de camarades, un public qui n'était clairement pas venu écouter de la musique. On avait plus d'une centaine de places réservées aux CRIF, plus des militantionnistes d'extrême droite qui assistaient à ce concert. Et malgré cette grosse répression, il faut quand même affirmer que cette action, et quand je dis cette action, en fait, elle englobe à la fois les différents appels à boycott qu'on a menés, mais aussi l'action du 6 de nos camarades de Palestine Action, il faut la considérer comme une victoire. Et ce, à plusieurs niveaux. D'abord, au niveau politique, les institutions culturelles ne peuvent plus se ranger derrière le soi-disant apolitisme de l'art qu'ils revendiquent constamment. Notamment depuis que l'extrême droite médiatique et politique s'est avérée être leur plus fervent soutien après cette action, sans remise en cause de cette extrême droite par la direction de la Philharmonie notamment. En fait, ça a créé une division dans le monde culturel qui permet de redonner finalement pas mal de force aux voix individuelles et collectives qui dénoncent le génocide. C'est-à-dire que finalement, ce qu'on a pu constater après l'action, c'est que pas mal de salariés de la Philharmonie se sont mobilisés pour faire annuler le concert suivant, qui était le 30 novembre, toujours dirigé par la Afshani. En tout cas, ils ont organisé des assemblées générales, ils ont fait un peu plus appel à leurs syndicats, etc., etc. Au niveau organisationnel, cette action, même si je pense qu'elle fait peut-être plus preuve de potentiel d'organisation que d'une vraie réussite d'organisation, c'est-à-dire qu'elle a mis en avant la nécessaire alliance qu'on doit réussir à construire, et c'est un vrai travail politique de fond, entre des collectifs qui militent pour la cause palestinienne depuis parfois plus de 20 ans et des organisations syndicales qui n'ont pas inscrit à l'ordre de leurs revendications aujourd'hui un agenda décolonial. Et ça aussi, enfin, si vous voulez, on reviendra après dans la discussion, mais je pense que c'est important à avoir en tête. Mais, enfin, quoi, je peux m'avancer un petit peu. Parce que quand on considère une action là-dessus, on n'est pas seulement sur l'événement, on est sur aussi la suite de cet événement. Et donc, le 30 novembre, comme je vous le disais, on avait encore ce concert de la Afshani qui était dirigé qui dirigeait encore à la Philharmonie de Paris. Et donc, on a fait la même chose, un appel à boycott. On a exactement respecté le processus mis en place par le PACBI, mais aussi par la campagne boycott des investissements et sanctions, donc le BDS, qui a plusieurs antennes en Europe. Et là, donc, encore une fois, la Philharmonie a fait appel à toutes les forces de l'ordre de la répression pour éviter toute forme d'action possible. Donc on a une vraie alliance je dirais des forces fascisantes et de la pensée fascisante dans les structures culturelles françaises avec les forces répressives de l'État. Mais ce qui est là où il y a eu un énorme travail à faire encore, je pense, c'est de réussir à réunir sur ce genre d'action avec un vocable qui est celui du mouvement décolonial et du mouvement palestinien. Les voix qu'on défend ici sont les voix des Palestiniens, et à chaque fois il faut le rappeler. Et donc il faut réussir à mettre d'accord tout un tas de collectifs, que ce soit Artistes pour la Palestine, que ce soit Culture en lutte, que ce soit les forces syndicales, la CGT Spectacle, etc., autour d'un même lexique. Et là, on se rend compte qu'on n'en est pas tous au même endroit. Ça fait plus de 20 ans donc, que le PACBI existe, plus de 20 ans que ces éléments de langage existent et sont mis à disposition des institutions et des militants de tout ordre.
Et force est de constater qu'ils ne sont retenus, je dirais, que par les militants de la cause palestinienne. Or, il y a un vrai enjeu aujourd'hui à inscrire la cause palestinienne, mais en soi la cause décoloniale, à l'agenda de toute forme de lutte dans la culture. Notamment aujourd'hui où on est face finalement à des institutions culturelles, pour parler de celles que je connais le mieux, de la Philharmonie de Paris ou encore de l'Opéra de Paris et d'autres, mais toutes les structures publiques qui mettent un argent dingue dans des formes de progressisme, qui cochent des labels égalité, les labels diversité, labels, j'ai oublié le nom, pour culture durable, etc. Ils se sont déjà engagés de ces causes égalitaires et dites de démocratisation. Nous, il faut qu'on réclame leur radicalité là-dedans. Et la seule manière de réclamer aujourd'hui une radicalité d'une culture égalitaire et démocratique, c'est d'assumer et d'accepter un agenda décolonial là-dedans. Et donc, pour revenir à ce qui est peut-être aujourd'hui l'un des grands chantiers de Culture en lutte, la continuité de revenus pour les artistes, interprètes, etc., il ne pourra pas y avoir on ne pourra pas accepter qu'il y ait une continuité de revenus pour nous, artistes, interprètes, tant que nos institutions culturelles publiques continuent à collaborer avec une force génocidaire. C'est inacceptable. Il n'y aura aucun progressisme de façade, de type les programmes d'éducation artistique et culturelle menés pour faire semblant d'être une institution de gauche et progressiste et qui s'adresse à un vaste public. Il n'y aura aucune mesure progressiste tant qu'on continuera à collaborer avec des États génocidaires. Voilà. Je crois que j'ai un peu fait le tour de ma pensée, mais on pourra y revenir dans les questions si vous voulez. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était très très clair et très précis. Et effectivement, avec Artistes pour la Palestine, Palestine Action, UP et Culture en lutte, Solidaire, CGT, etc., il faut, je pense, comme tu l'as dit, qu'on se mette autour d'une table et qu'on arrive à parler d'une même voix. Et effectivement, et qu'on arrive à enfoncer le même clou en même temps. Et c'est vrai que c'est pas forcément une chose aisée à faire. C'est quelque chose à construire. Donc vraiment, merci beaucoup pour ta prise de parole. Et Nader, peut-être on va passer à toi. Je crois que ça fait 3 jours là que tu remanges, c'est ça ? 3 jours, oui. Et tu as eu une promesse de titre de séjour qui arriverait dans 1 mois, je crois, c'est ça ? Absolument. Donc j'ai reçu tout d'abord, voilà, bonsoir tout le monde et merci à ce lieu, merci au Frigo de nous accueillir. On est en soutien total à ce que vous êtes en train de vivre maintenant, à partir de cet instant, ça c'est sûr. Merci aussi à Culture en lutte de nous donner la parole et merci à vous d'être là. Et aussi, je sais qu'il y a des amis qui nous regardent en direct, donc je voulais les remercier. Et vous dire que je suis très très content à la fois, voilà, c'est un entre-deux, on va dire. J'ai obtenu il y a 3 jours un récépissé avec une autorisation de travail de 3 mois pour laquelle, voilà, merci beaucoup. Et ça fait plaisir, merci, parce que c'est toute cette force-là qui m'a permis de tenir en réalité le soutien qu'il y a autour et d'où la nécessité de continuer à se retrouver et à fédérer des luttes. Et à la fois, il y a ce sentiment, voilà, qu'on se bat toujours pour un bout de papier, un bout de plastique, en fait, qu'on attend et qui va dicter nos vies, alors que les jeunes mineurs ainsi que les gens du CSP ont proposé de maintes solutions ultra faciles. Et en réalité, ça m'a étonné en lisant un livre de Anne Vollery qui est photographe, et je vous invite à découvrir son travail. Dans un des témoignages, une personne du CSP disait, en fait, nous, on peut arriver et mettre son passeport sans préfecture ni rien du tout, obtenir juste un numéro de sécurité sociale et juste commencer à travailler, en fait. Et l'histoire est réglée. Si tu as ton passeport, tu peux travailler. Je pense qu'on a des papiers, en fait. On a nos papiers, on a un passeport. On vient déjà avec plein de choses, mais nous obliger à courir derrière
un bout de papier de cette manière et d'aller jusqu'à mettre sa vie en danger. Et des personnes qui traversent, et hommage aussi à notre camarade et ami frère qui a été dans la traversée jusqu'à Calais, des jeunes mineurs qui est décédé cette année. Donc c'est catastrophique en fait ce bout de papier, cette institution-là qui est la préfecture, qui en fait est une fabrique de sans-papiers. 460 000 OQTF par année, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui tourne par an, et c'est pour ça que quand on est dans la rue, on demande l'abrogation de cette mesure discriminatoire qui est celle de nous obliger, limite parfois à un deuxième exil en fait, un deuxième déracinement. Quand on passe sa vie ici en France et qu'on construit notre cercle social, etc., et qu'on bosse et qu'on est en mouvement, et pour certains d'entre nous sont amoureux, amoureuses, et etc., etc., c'est en quelque sorte nous forcer à partir une deuxième fois, d'où aussi la cruauté du système. Ce soir, là, aujourd'hui, là, en direct, j'aimerais dire un mot, surtout en lien avec l'université de Paris 8, là où je suis actuellement pour ma dernière année en tant qu'étudiant. Et à Paris 8, il y a des choses un peu bizarres qui se passent. Donc je parle pour le 93, pour pas oublier Saint-Denis, qui parfois nous semble à l'autre bout du monde. Et voilà, c'est terminus ligne 13. Je vous invite déjà à venir à l'université pour deux choses. Pour des cours de français qu'on organise là-bas avec des dames qui sont en lutte pour un hébergement, l'accès à l'éducation, l'accès à la gratuité des transports, en tant que mamans qui doivent se déplacer pour les rendez-vous pour leurs enfants, etc., etc., venir étudier. Et à la fac, elles organisent avec des étudiants et étudiantes des cours de français, d'alphabétisation. Donc c'est chaque mercredi de midi à 15h et chaque vendredi de midi à 15h, il y a une garderie et il y a les cours de français. Et voilà, c'est un appel en direct pour appeler aux gens à venir aussi dans cette action-là qu'elles sont en train de mener, parce que étudier est un droit et ne doit pas être un privilège. Et en lien, merci beaucoup. Donc, c'est l'association, avec l'association Le Baobab qui organise ces cours de français, et c'est en lien avec une grosse problématique donc, qui est la fermeture de la fac aux étudiants et aux étudiantes suite à on va dire un rassemblement ou un colloque ou une rencontre anti-impérialiste et antifasciste où les enjeux, en tout cas en lien avec la Palestine, ont été questionnés, remis sur la table, et avec l'invitation en visio d'un militant que vous connaissez tous et toutes, c'est Georges Ibrahim Abdallah, qui n'a pas pu venir malheureusement ce jour-là, mais ça a été annoncé ainsi, et depuis, Paris 8 est devenu un peu la cible des attaques sur les médias, et on devient une fac islamo-gauchiste, et qui est le fief du terrorisme, et etc., et la palette, et l'antisémitisme, etc., etc. Et on reçoit même des groupes d'extrême droite qui viennent, ou des médias qui viennent jusqu'aux portes de nos universités nous menacer, et menacer donc nous les étudiants, et à travers des actions violentes. Donc la direction de Paris 8 a décidé d'instaurer un contrôle d'identité, celui des cartes d'étudiants et étudiantes à l'entrée, sachant que Paris 8, historiquement, c'est une fac ouverte à toutes et à tous, sans distinction de couleur, ni de race, ni de classe, ni de genre. Et aujourd'hui, on est obligé de dévoiler à la fois notre identité. Pour certains et certaines, c'est compliqué déjà. Et en même temps, fermer la fac en fait aux éditeurs libres, fermer la fac à la bibliothèque qui est ouverte à la ville de Saint-Denis, et fermer la fac à ces cours de français en fait qui ont lieu chaque mercredi et chaque vendredi. Donc ça devient de plus en plus compliqué pour elles d'accéder à l'université. Les contrôles à l'entrée donc parfois sont stressantes et violentes, puisqu'on se sent rejeté, on n'a plus le droit d'entrer dans cette fac qui est notre lieu d'émancipation en réalité, nous les étudiants. Et donc voilà, je voudrais alerter par rapport à cette mesure, et appeler à l'ouverture de l'université, mais aussi au blocage des universités pour le 18 décembre, et de se retrouver dans la rue toutes et tous ensemble pour parler de ça haut et fort. Donc
je ne sais pas qu'est-ce que je peux rajouter d'autre que faire aussi une suite à ce que tu viens de dire par rapport à la normalisation des accords qu'il peut avoir au sein de l'université avec des sociétés en fait, qui normalisent le crime actuel et le génocide en Palestine à travers les alternances ou les stages qui sont parfois obligatoires pour valider. Et dans la brochure, en tout cas, il y a énormément de sociétés qui doivent être blacklistées ou red flag, en tout cas par rapport à la Palestine. Et c'est pas normal de continuer à bosser avec ça. Récemment, la fermeture de la fac, je reviens à ça, a interdit l'entrée à un Palestinien qui s'appelle Rachid, qui est venu spécialement pour une tournée d'un film du réalisateur Mohamed Misbah. Le film s'appelle Still Playing, qui fait sa tournée et ça cartonne dans toute l'Europe, donc il a la possibilité de voyager et on l'invite à Paris 8 et c'est la honte en fait qu'il n'ait pas pu rentrer. Il n'a même pas accepté des alternatives type passer avec une carte autre étudiante. Il a dit je me sens humilié en fait d'être arrivé jusqu'aux portes de l'université et qu'on me rejette de cette manière. Donc c'est pas ça notre université. On veut pas des facs fermées en tout cas. On veut des facs ouvertes et qu'on puisse inviter qui en a envie à la fac et de donner la parole à qui en a envie. Sans qu'on soit directement taxé de criminels, de racistes, de criminels, je bug parfois, c'est même ce troisième jour, de criminels, voilà, nous les étrangers aujourd'hui, on signe un bout de papier pour obtenir ce titre de séjour-là, c'est le respect, le contrat de respect des contrats républicains en fait. Et parmi toutes ces choses qu'on doit signer, c'est ne pas remettre en cause les institutions françaises ou de les critiquer. Donc aujourd'hui, parler de si la fac, je suis pas content du fonctionnement de mon université, là où je m'émancipe, en fait. Demain, normal, si je bloque la fac ou quelque chose comme ça, pour ça, bah, la préfecture te retire ton titre de séjour et te dit finalement, ah, tu n'es pas sage en fait. C'est pas sur ça qu'on a signé. Et donc, on nous oblige à dire que on va respecter les lois et qu'on va respecter la liberté de chacun. Mais pardon, c'est lui qui doit le signer, c'est pas moi en fait, sans distinction. Je le fais déjà en fait. Donc, ils nous font signer des choses que c'est eux qui devraient les regarder et en fait, c'est aussi une façon de montrer que la répression est encore là, ou le contrôle et la peur, et de dire voilà que si tu parles, tu vas avoir une OQTF et tout ça. Mais en fait, pour moi, ces mesures-là ne me font pas peur. Et je continuerai aussi à parler, à revendiquer nos droits en tant qu'étrangers, étrangères, qu'on nous respecte, parce qu'on bosse ce pays-là. Et quand on nous dit bienvenue en France et qu'on augmente la hausse des frais des inscriptions de x16 et Paris 1 est passé à l'action en raison des coupes budgétaires qu'on fait aux universités. Mais en fait, l'argent, il est où? On parlait de Bolloré, on parlait de tous ces gens-là. Tout à l'heure, c'est eux qui ont l'argent. Et c'est dans les universités, c'est dans la culture qu'on va faire des suppressions de postes. Parce que la branche cinéma, la branche philosophie n'est plus rentable sur le marché du travail. Donc, il y a énormément de choses à dire en réalité. Et plein de raisons pour lesquelles on doit sortir dans la rue et on doit être là le 18 décembre. À République à midi et faire des actions le matin et que ça aboutisse à un mouvement où on inonde la rue ensemble en réalité pour montrer qu'on est là et qu'on est présent et présente et qu'on ne doit pas lâcher à partir même de cette date-là, continuer et continuer la pression parce que ce que j'ai appris par cette grève de la faim, c'est que la lutte et le rapport de force, en tout cas quand il est maintenu, ça permet en tout cas de faire bouger les choses et de faire parfois trembler les institutions et de les mettre devant le fait accompli, surtout dans le secteur culturel. Et ça doit être aussi idem pour le secteur du travail, pour les gens qui bossent dans les bâtiments, etc. Que sans nous, ce pays-là, en réalité, ne tournerait pas. Et économiquement, culturellement, artistiquement, en fait, on agit dans ce pays depuis tellement longtemps que c'est une insulte, en fait, tout ce qui se passe et ces mesures de Retailleau et de Darmanin. Donc voilà, je pense que j'appelle à la régularisation de tous les sans-papiers, les étudiants actuellement aussi en lutte pour leur régularisation et que la lutte continue ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup Nader.
C'est très beau ce que tu dis, c'est même pas forcément évident de renchaîner tout de suite derrière. Merci beaucoup pour ta prise de parole, pour tout ce que tu dis. Et on se rend compte que ton combat que tu as mené pendant ces semaines-là est beaucoup plus large que ton cas personnel et ça touche à quelque chose de beaucoup plus large. Voilà, je le redis ici. Évidemment, nous, on appelle à soutenir la grève des sans-papiers du 18 décembre dans le secteur culturel pour rejoindre aussi les travailleurs sociaux et du médico-social qui se sont déjà engagés en soutien les 16, 17, 18 décembre en soutien à la grève à la Journée internationale des migrants. Donc voilà, je le réitère ici ce soir. Après, je suis vraiment personne pour le dire. Hein. Vraiment, j'ai aucun pouvoir nulle part, moi. C'est vraiment comme ça, à titre personnel. Mamadou, est-ce que tu te sens prêt de prendre la parole ? Ouais, t'es prêt ? Mamadou, qui fait partie du collectif des jeunes de Belleville. Donc on a pu se croiser un petit peu, nous, à Culture en Lutte, parce que les jeunes étaient passés nous voir à nos AG, au moment où nous, on se retrouvait, quand ils allaient être expulsés de la Gaîté Lyrique. Et donc, il y avait d'une part, forcément, il y avait cette idée qu'ils étaient expulsés au nom de la culture par la mairie de Paris. Et en fait, il y avait tout simplement de notre part une solidarité humaine en fait simple, et on ne va pas se justifier 10 000 ans sur notre soutien à leur combat. Donc, si ça te dit, Mamadou, de nous présenter un petit peu tous ces mois de lutte que vous avez fait. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Moi, c'est Mamadou Diallo, un délégué du collectif des jeunes de Belleville. Le collectif des jeunes de Belleville, c'est un collectif qui a été créé il y a 2 ans maintenant. C'est des jeunes comme Moussa qui sont devenus maintenant qu'on appelle souvent les anciens délégués. Le collectif, c'est un collectif de jeunes mineurs isolés, des jeunes qui sont arrivés sur le territoire français étant mineurs. Et une fois présentés dans les structures comme France Terre d'Asile et pour passer une évaluation pour leur minorité. Souvent, c'est une évaluation qui dure 31 heures de temps maximum. Et c'est là que l'évaluateur va décider si tu es mineur ou pas. Et si jamais il décide que tu n'es pas mineur, tu es directement remis à la rue. Et tu as droit à un recours auprès du juge des enfants. Et pendant ce temps de recours, souvent qui dure entre 6 mois jusqu'à 8 mois, des fois ça peut aller jusqu'à 1 an. Souvent, pendant cet intervalle, c'est un intervalle de précarité où beaucoup de jeunes se voient refuser lors de l'évaluation. Parce que c'est un système qu'ils ont mis en place où ils vont te poser plus de 30, 40 questions sur des questions où tu peux pas savoir. Et si jamais il y a une réponse qui n'est pas juste, on dit que tu n'es pas mineur et on te remet à la rue. Et c'est pendant ce temps qu'il y a, au 20e, je ne sais pas si vous connaissez le parc de Belleville, il y en a beaucoup de gens qui connaissent. Il y avait pas mal de jeunes qui se réunissaient là-bas et qui passaient toute la journée là-bas à errer devant. Et c'est là que des habitants du 20e et des élèves qui ne pouvaient plus supporter de voir eux, ils allaient à l'école et il y avait d'autres jeunes qui étaient là et eux qui n'avaient pas le droit d'aller à l'école. C'est là qu'ils ont créé le collectif des jeunes du parc de Belleville. Et ce collectif, il a pour revendication, c'est le droit déjà à un logement un logement digne. Parce que des jeunes qui viennent, qui dorment dans la rue, c'est pas du tout acceptable. Et le but du collectif était d'abord de lutter pour un logement, pour ne pas rester dans le froid, ne pas rester dans la rue. Deuxièmement, c'était
pour avoir accès à l'éducation, aller à l'école comme tout le monde, comme tous les enfants. Et troisièmement, c'était l'accès à la santé. Si tu es malade, qu'une fois que tu te retrouves à l'hôpital, que tu te fasses soigner. Et quatrièmement, c'était pour un titre de transport, une carte Navigo où tu peux circuler librement sur Paris. Et pendant très longtemps, le collectif se battait. Il y a 2 ans maintenant, le collectif, son but n'est pas de faire des occupations, comme le dit, vous avez fait des occupations, vous avez été expulsés. Le but du collectif n'était pas d'aller dans un bâtiment, occuper le bâtiment et dire que nous n'allons pas sortir. Mais c'est les conditions qui ont poussé à ces jeunes et à ces braves soutiens qui sont là pour nous accompagner, nous montrer s'il faut faire une déclaration pour une manif, tout ça. C'est eux qui sont devant. Et si jamais aussi il y a des manifestations où il y a beaucoup d'autres collectifs, et souvent s'il y a des attaques de l'extrême droite, tout ça, on est protégé par des soutiens qui sont là depuis le début, qui nous aident à avancer dans les démarches aussi. Et pendant ces revendications, on a vu que ça allait pas. On a organisé des manifestations, on manifestait partout, on réclamait, on faisait des assemblées. Et vu que ça ne marchait pas, on est passé à la vitesse supérieure. On a fait la première occupation. C'était bien avant que moi j'arrive dans ce collectif. Ils ont fait l'occupation de la Attends, je vais voir, c'est la maison des métalleux. Ils ont fait plus de 3 mois là-bas. Après ça, ils ont fait l'occupation du 104, l'occupation. Et moi, c'est pendant l'occupation de l'hôtel de ville que j'ai assisté. Et avec ce collectif, c'est souvent ça se passe comme ça, parce que faire des manifestations, ça ne suffit pas. Faire des rassemblements devant la mairie et tout ça, ça ne suffisait pas. Parce qu'on n'arrivait pas à se faire entendre. On est obligé de passer par une occupation pour se faire entendre par la mairie, par l'État. Et pendant ces occupations, au début, on arrivait à s'en sortir avec beaucoup de logements, même si c'est des logements qui ne sont pas adaptés, c'est dans des gymnases. Mais c'est mieux que de dormir dans la rue. Souvent, on est logé dans des gymnases où il n'y a pas d'intimité. De toute façon, pour nous, on disait que c'était mieux que dormir dehors. Et avec tout ça, on continue à manifester, même pendant les occupations, on sortait, on manifestait, le collectif continue à fonctionner. C'est pendant tout ça qu'il y a eu l'idée aussi de se battre pour l'école. Parce qu'on nous avait fait croire que si tu n'as pas été reconnu mineur, tu pouvais pas aller à l'école. Et à un moment, le collectif s'est dit pourquoi pas demander l'accès à l'école. Et là aussi, on a recommencé avec des manifestations devant le rectorat et tout ça. Et le collectif a eu des gains de cause. Actuellement, il y a plus de 500 jeunes qui ne sont pas reconnus et qui sont à l'école. Et il y a plus de 1000 jeunes qui sont logés par le collectif dans des gymnases et tout ça. Et comme ça ne suffisait pas, l'année passée, le 10 décembre l'année passée, on a fait une occupation à la Gaîté. Et moi-même, j'ai été placé le jour de l'occupation de la Gaîté. J'ai été placé le jour de l'occupation et ça fait je ne sais pas aujourd'hui c'est le combien, mais dans le 10, ça sera l'anniversaire de l'occupation de la Gaîté. Et pendant la Gaîté, là-bas aussi, c'était compliqué si ce n'était pas avec l'aide des soutiens, avec l'aide de tout le monde, on ne pouvait pas tenir parce qu'il y avait plus de 300-400 jeunes qui étaient regroupés dans un bâtiment qui n'est pas adapté, qui n'avait pas de douche, il n'y avait que des toilettes. Si ce n'était pas l'aide des soutiens et des Français qui sont
collectifs et associations, je ne pense pas qu'on allait pouvoir tenir pendant les 3 mois et 2 semaines. Et après ça, nous avons vécu une période qui était très difficile. C'était les moments les plus difficiles du collectif. C'était le 18 décembre, le jour de l'expulsion de la Gaîté, où le collectif a pris très cher. Il y avait plus de 25 jeunes qui ont été arrêtés par la police et qui non seulement a ramené devant les commissariats et au final, ils les ont tous donné des OQTF. Et c'était très difficile pour le collectif parce que déjà, tous les jeunes avaient peur. Ils avaient peur de rejoindre le collectif. C'était une période très difficile même pour s'organiser. Il y avait on faisait je ne sais pas si on faisait un rassemblement, tout ça, il n'y avait pas de jeunes qui venaient parce que déjà les jeunes avaient eu peur que de toute façon, que tu sois mineur ou pas, si tu te retrouves dans la main de la police, tu vas finir par avoir une OQTF. Et c'était pas du tout facile. Et grâce aussi à ces soutiens que je dis qui sont là, grâce aussi à un collectif de syndicats, le collectif est arrivé à annuler tous les 25 OQTF et c'était vraiment grâce à ces soutiens et aussi à ces avocats. Et il y a maintenant 3-4 mois, le collectif s'est encore mis dans d'autres... à continuer ses revendications, qui est la lutte pour l'hébergement, la santé et tout ça. Mais souvent, on a des rencontres, on arrive à arracher des rendez-vous avec la mairie de Paris, avec les gens qui travaillent là-bas, comme Bélia, qui s'occupe des navigants et tout ça. Des rendez-vous qui sont arrachés très difficilement parce que déjà, ils ne vont pas respecter les rendez-vous. Ils vont vous donner un rendez-vous avec le collectif une fois que vous arrivez sur place, ou bien avant le jour du rendez-vous, on vous envoie un email pour vous dire que le rendez-vous a été annulé. C'est pas facile pour nous parce que nous, on n'a pas de contact direct avec eux. Ils sont obligés de passer par les soutiens pour envoyer des mails et tout ça. Et c'est pas une situation qui est très facile pour nous, surtout en hiver. Et il y a juste à côté de Pont-Marie, il y a plus de 300 jeunes qui dorment dans la rue. Et je pense que le collectif est obligé de passer, même si c'est encore plus difficile avec les changements. Mais le collectif est dans une obligation de passer par les moyens qu'il utilisait pour aider ces jeunes à ne pas rester dans la rue pendant cet hiver-là. Merci. Merci beaucoup. Quelle éloquence. Je rappelle que peut-être si certains ne savent pas, mais en France, on ne peut pas donner des OQTF à des mineurs. Et du coup, ce qui s'est passé après la Gaîté Lyrique, c'est qu'il y a des actes de naissance et des certificats qui avaient été donnés par des associations à la police. Les policiers les ont déchirés et pour pouvoir mettre des OQTF, ils ont fabriqué des faux pour pouvoir donner des OQTF à des mineurs. Donc l'État français, quoi. Et sans oublier qu'à quasiment chacun des déplacements des jeunes, il y a un harcèlement de l'extrême droite qui est là, par Frontières, par Némésis, etc., qui vient essayer de soutirer des images pour pouvoir faire son beurre derrière. Donc voilà, tout ça est très très compliqué, quoi, du coup. Merci beaucoup, encore une fois. Et ben maintenant, il reste toi, Diallo. Donc tu représentes la coordination des sans-papiers du 75 et tu vas aussi parler au nom de la marche des solidarités
pour la Journée internationale des migrants qui aura lieu du coup le 18 décembre. Voilà. Ok, bonsoir à tous, à toutes. Merci beaucoup pour cette invitation des camarades de culture en lutte. Je pense que c'est une bonne expérience qu'on va faire ensemble parce que la lutte se rejoigne. Voilà, donc je m'appelle Diallo Kounenegon, je suis l'un des responsables de la coordination 75 des sans-papiers et membre de Marche de la Solidarité et en même temps membre intercollectif. Donc, je remercie beaucoup l'organisateur pour avoir cette soirée qui nous donne l'occasion de s'expliquer un peu notre lutte. Je pense que les camarades qui sont là aujourd'hui, il faut le féliciter. Les camarades qui ont obtenu les papiers par la force, la grève de la faim. Moi, je suis en connu. Parce qu'en 2008, j'ai fait la grève de la faim pendant l'occupation de la bourse de travail. Donc, j'en connais quelque chose. Merci beaucoup, camarades. Votre courage. Bon, moi je ne vais pas tout dire parce que ça fait des années de lutte. Si je dis et je vais expliquer tout ça, là, on va passer la nuit ici. Parce que c'est pour vous dire que moi, j'ai vécu 23 ans sans papier. 23 ans sans papier. Donc, je connais les prisons, je connais le garde à vue. Donc, il y a plein de trucs. Mais en 96 et à nos jours, il y a pas mal d'actions qui se sont faites par les sans-papiers. Franchement, c'était une bonne lutte que moi, j'ai aimé beaucoup. Et depuis la création des collectifs, je suis toujours resté par la conviction, par la solidarité, pour aider les camarades. Ça qui est très important, parce que quand je me suis accroché à la lutte, il n'y avait pas de collectif de sans-papiers en France. On peut dire il y a des groupes de collectifs, mais à ce temps-là, c'est les syndicats qui sont organisés, qu'on va y aller le voir dans le bureau, il remplit nos dossiers, nos demandes, on l'envoie. Mais avant 1996. Donc, à partir de 1996, que le collectif de sans-papiers qui se sont organisés. Et avant 1996, on appelle le sans-papier des clandestins. C'est à partir de 1996 que les sans-papiers, même qui sont décidés de dire que nous ne sommes pas des clandestins, nous sommes des sans-papiers. C'est le papier qui nous manque, mais les clandestins, ce n'est pas un bon nom, c'est un sale nom. Donc, il ne faut pas nous s'appeler par ces noms-là. Et ce que je rappelle, en 1988, quand l'élection entre Chirac et Mitterrand s'est passée, c'est Jean-Marie Le Pen qui était au succès. Tous les jours, il parlait de clandestins. Donc, et ça nous met à la gorge, parce que les clandestins, ce n'est pas un bon nom. Donc, à partir de 1996, nous, on arrive à changer. On arrive à changer la lutte parce qu'on s'est mis à l'occupation grâce aux bons Français et de bons soutiens qui nous ont aidés à organiser des occupations. Mais à cette époque-là, on occupait de l'église. Parce qu'il y a des
curés qui étaient là, qui sont conscients de nos situations. Quand on occupait une église, donc ils nous accueillent, et bien, ils nous aidaient à négocier avec la préfecture. Donc ça a beaucoup aidé. Et en 2002, on a fait la marche de Marseille à Paris. Mais il y a une seule occupation. Après 96, il y a une seule occupation qui a donné le fruit, qui a ouvert le jeu de tous les sans-papiers. C'est mois d'août 2002, église de Saint-Denis Basilique. Quand on a occupé cette église, c'est là que le curé il est venu discuter avec nous. Donc, on a demandé la réception des collectifs. C'est là qu'on a pu rencontrer le Claude Guéant, qui était le directeur cabinet de Sarkozy, qui était le ministre de l'Intérieur, qui a donné une instruction au préfet de recevoir tous les collectifs. Et cette occupation, c'était très, très fort. C'est très, très, très fort. C'est pour ça qu'ils nous ont ouvert le guichet et tous les collectifs sont reçus à la préfecture. Et nous, on avait tous les mois. Il y avait Lille, et il y avait Saint-Denis, et il y avait 92. Donc, on avait réussi à ouvrir la préfecture. C'est ça qui a permis beaucoup de régularisations. Mais après ça, ça a été calmé encore. Et jusqu'en 2006, et en 2006, il y a une autre loi qui est sortie parce que, vous le connaissez bien, il y a la loi Pasqua qui est là jusqu'à présent, et il n'a pas été abrogé. La loi 10 ans de Jospin, quand il était au Premier ministre, il y a la loi 10 ans qui est là. Mais en 2006, ils sont sortis une loi de famille. Les personnes qui ont des enfants, qui sont à l'école, à l'époque, ORCF a organisé, ils se sont organisés pour soutenir les familles. Et les gens qui n'ont pas de famille, donc, c'est eux aussi, ils sont restés comme ça. Et nous, le collectif de sans-papiers, il y a beaucoup de gens qui sont parmi nous, qui n'ont pas de famille. Si j'ai des familles, des femmes mariées ici, ils n'ont pas des enfants ici, même si ils sont des femmes au pays, et ils ont des enfants au pays, ça ne compte pas ici. Là, on a fait 2006, 2007, jusqu'à 2008. Mais en 2007, nous, on a commencé à discuter avec les syndicats. On demandait aux syndicats comment on peut se défendre même si on est sans papier. Si on arrivait à un accident, et alors qu'on travaille, est-ce qu'on a le droit de se défendre? Est-ce qu'on peut réclamer quelque chose? Donc, on a pu travailler avec les syndicats. On a fait au moins 6 mois. Et à la fin de ce travail, on est arrivé à sortir un document de 4 pages. Un document de 4 pages, c'est ça qui nous a expliqué que nous, le collectif de sans-papiers, les sans-papiers, même si tu n'as rien, si tu as fait un accident, là, tu peux déclarer. Tu as le droit. Et après 2007, maintenant, on est arrivé en 2008. Et les syndicats, ils ont commencé à l'occuper. Bon, nous, on a discuté avec les syndicats, on n'arrive pas à s'entendre. Parce que tous les sans-papiers ne sont pas syndiqués dans une boîte. Quand j'ai vu les mineurs isolés, c'est nous qui avons commencé ici.
ces mots-là. À l'occupation de la bourse du travail 2008, nous sommes de sans-papiers isolés. Eh bien, on travaille, mais on n'était pas représenté par un syndicat. Donc, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de fiches de paye, mais ils travaillent quand même. Donc, là, on a fait une occupation des bourses du travail 14 mois. On nous a expliqué. Et du coup, on est parti par le 18e. On a fait 13 mois. Ça fait 28 mois d'occupation qu'on a fait. Et quand même, ça nous permet d'avancer. Parce que le jour qu'on a enlevé l'occupation, qu'on est sorti avec 300 convocations. Donc, c'est à la fin de cette occupation-là qu'on a fait une marche Paris-Nice. Il y avait 67 chefs d'État africains qui étaient convoqués à Nice pour le sommet. Donc, on a marché pour aller rencontrer ces chefs d'État-là pour dire que vous êtes là pour venir faire coucou au président français et nous sommes malheureux. Alors, vous êtes notre président et nous sommes malheureux ici. Donc, il faut dire un mot. Mais on n'a pas pu le croiser. Malheureusement. Voilà. Donc, l'occupation, ça continue. Quand on a levé l'occupation, en 2010, parce que l'occupation, ça a duré 2 ans. 2008-2009. Donc, 2008 et 2010, il y a une marche. Mais 2011, c'est là que je vais revenir, et qu'on a participé, les personnes qui sont régularisées, qu'on a participé au Forum social mondial à Dakar. Donc, en tant qu'organisateur, coordination 75 de sans-papiers, et qu'on a participé, il y a 160 organisations qui sont participées à ce forum. Et ces forums-là qui sont partis à l'île de Gorée, c'est là que ça a été acté le 18 décembre. Donc ce jour-là, nous étions loin. On était là. C'est pour ça, depuis 2011 jusqu'à nos jours, et tous les gens, et nous participons, organisons quelque chose pour le 18 décembre, parce que ça a été créé devant nous, et ça nous concerne, donc on ne peut pas se mettre en écart. Et camarades, le 18 décembre, tu es malien, tu es mauritanien, tu es français, tu es italien, tout le monde sont concernés pour le 18 décembre, parce que c'est les journées pour l'immigration. Tout le monde a immigré quelque part. Tout le monde. Que tu es français, tu es italien, tu es américain, tu as immigré quelque part. Donc, c'est un journée qui est concerné à tout le monde. C'est pour ça que cette année, nous, on a organisé des fêtes de grève pour montrer au gouvernement français que nous ne sommes pas des voyous, que nous apportons quelque chose à l'économie française. Et si tout le monde se met à grève, ça va sentir à la caisse d'État. Et voilà, camarades, c'est pour ça que nous, le 18 décembre, le camarade, il a dit tout à l'heure, il faut participer. Il faut participer, mais non seulement il faut participer, il faut qu'on se coordonne. Tous les luttes qu'on est en train de mener, si on arrive à se coordonner, on va peser. Si on ne pèse pas aujourd'hui, parce qu'on est dispersé. Donc, il faut une union. Ce que j'ai dit tout à l'heure, tous les luttes se rejoignent. Nous sommes le premier précaire. Le premier précaire, c'est le sans-papier. Parce que tu n'as pas de droit de travail, tu n'as pas de droit de papier, tu n'as pas de droit de logement. Donc, quand on a dit précaire, il n'y a pas plus précaire que le sans-papier.
Le retraité, il a le droit. Le chômeur, il a le droit. Mais nous, on n'a pas le droit. Les sans-papiers, on n'a droit à rien parce que quand tu es sans-papier, la loi française, tu ne dois même pas être là. Donc, nous sommes le premier concerné. Et je pense que cette journée-là, il faut le montrer. On a vu cette journée-là, ça portait le fruit en Amérique. On a regardé, il y a un camarade qui a nous montré, ça a montré qu'il y a un rapport de force qui va changer quelque chose. La loi qui est là aujourd'hui, tout le monde est concerné. Nous, les sans-papiers, c'est plus dur. Mais même les Français sont concernés cette loi raciste. Donc, il faut qu'on se bat pour que cette loi change. Nous, on était dans le foyer tout à l'heure, avec les camarades. On a croisé des gens là-bas. Il a travaillé ici. Il est arrivé à la retraite. Ça fait 7 mois qu'il a demandé la retraite. Jusqu'à présent, il n'a pas de réponse. Et on a croisé d'autres personnes. Il est là, ça fait plus de 20 ans. Il a demandé le renouvellement de sa carte. Il a perdu son boulot. Ça fait 2 fois qu'on donnait le récépissé, même pas le récépissé. Hein. Un papier vert comme ça, il y a une photo qui est collée là-dessus. Et son employeur, il n'a pas voulu le prendre. Et il y a milliers de personnes comme ça. Si on ne se bat pas, là, ça va nous rattraper tous. Voilà, camarades, encore une fois, 18 décembre, j'ai un journée international pour tout le monde. Nous, les immigrés, mais tout le monde est immigré. Et on a besoin des Français et Françaises, pour que cette journée-là, on fait la grève. Et les sans-papiers qui vont faire la grève, qu'on va y aller le soutenir. Bien sûr, tout le monde ne peut pas faire la grève parce que si tu ne travailles pas, tu fais la grève avec qui? Personne. Mais ceux qui ont le papier, donc on a besoin de soutien. Et nous, le collectif des sans-papiers, s'il y a une occupation ce jour-là, s'il y a une grève ce jour-là, nous sommes prêts pour y aller vous soutenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La régularisation globale pour tous les sans-papiers. Camarades, il ne faut pas qu'ils nous divisent et disent des travailleurs ou les familles. Non, sans-papier est égal à sans-papier. Qu'on se bat pour le sans-papier, qu'on se bat pour le logement et qu'on se bat pour le travail. Tout le monde a droit au toit, tout le monde a droit au papier, tout le monde a droit au travail. Donc, il ne faut pas tomber dans leurs pièges. Il y a certaines organisations qui disent, ouais, régularisation massive. Oui, travailleurs. Qui ne travaille pas? Tout le monde travaille. Tout le monde travaille d'une manière ou d'une autre. Il y a beaucoup de sans-papiers qui travaillent au noir. Et qui profitent, c'est le patron. Donc, il faut dénoncer ce comportement-là. Nous révisons cette catégorisation et tout le monde travaille. Nous, on veut la régularisation globale pour tous les sans-papiers. Merci beaucoup. Merci beaucoup Diallo. C'était un vrai plaisir de t'écouter. Et maintenant, on va passer à un petit moment de discussion entre les intervenants, intervenantes, entre eux. 20 petites minutes, je pense, parce qu'après, il va falloir qu'on fasse un changement de plateau pour le DJ set qui aura lieu tout à l'heure. Et voilà. Donc je vous avertis, peut-être un moment, on va couper d'un coup. Voilà. Mais donc là, la discussion...
Ça va être tout simplement comment on fait pour se rassembler, pour se coordonner, pour frapper ensemble, quoi. Voilà, je me suis pas beaucoup pris la tête. Donc du coup, on a déjà eu un petit peu des premières pistes dans ce qui s'est dit. C'est que déjà, j'ai l'impression que entendre les histoires précises de chacune et de chacun, déjà c'est un premier pas pour comprendre et pour se rapprocher les uns des autres. Il y a aussi, dans ce que tu as dit, Charles, il y a cette idée que c'est vrai que nous, dans notre combat de la continuité de revenus pour les artistes auteuristes, c'est vrai que ça rime à quoi en fait si ça se passe dans des institutions qui sont complètement fascisées, complètement acquises au racisme, etc. Et il y avait aussi cette idée que tu as posée, évidemment qu'il y a une espèce d'urgence pour la gauche blanche et les orgas syndicales de vraiment se mettre à jour sur les questions coloniales. Et je jette pas la pierre, hein, moi je suis pas fort là-dedans. Donc effectivement, et déjà ça a l'air d'être une première étape, qu'on arrive à se comprendre les uns les autres et à parler le même langage. Et ensuite, il y a aussi l'idée si on veut pouvoir se faire entendre et si on veut pouvoir avoir du poids, il y a l'idée du rapport de force. Donc il y a l'idée de la grève. Je suis peut-être pas tout à fait à jour par rapport au 18 décembre sur tout ce qui s'est annoncé niveau grève. Je sais que du coup il y a le travail social, le médico-social. Je crois qu'il y a aussi Solidaire 93 qui s'est prononcé pour soutenir cette grève-là. Peut-être toi, Salomé, est-ce que tu en sais un petit peu plus que moi? Tout solidaire. National, pardon, excusez-moi. Ouais, moi j'ai commencé à poser la question. On m'a dit qu'effectivement, normalement, l'appel était signé par la Confédération. J'attends confirmation lundi. Je laisse les gens se reposer le week-end. Donc mais j'ai déjà transmis l'information à une personne de la Marche des Solidarités pour dire que si la Confédération signe, nous on va également signer et appeler. Mais j'attends de cette confirmation-là. Et autrement, pour les organisations, l'organisation de ce qu'on peut faire ensemble, j'ai écouté un petit peu tout ce que vous avez raconté. Et c'est vrai que nous, par exemple, on a un collectif de lutte contre le racisme à la Fédération CGT Spectacle. Et dans lequel on travaille avec... donc, il y a des réflexions qu'on a entre nous, mais il y a également des discussions qu'on a avec des collectifs, des associations qui travaillent sur le sujet depuis très longtemps. On a par exemple organisé il y a quelques mois une webconférence avec pas mal de personnes qui faisaient partie du mouvement Décoloniser les arts. Et on a envie de poursuivre avec des initiatives largement ouvertes où on reçoit, où on échange entre divers collectifs, diverses associations, parce que en effet, c'est déjà intéressant d'en parler nous au sein de notre fédération, savoir où en sont les syndicats. Mais c'est hyper nécessaire qu'on ait les retours de tout le monde. Et donc, pour l'instant, ça s'est fait en visio, mais on espère organiser des choses, des initiatives, dans les prochains mois. On s'est dit qu'on voulait en organiser plusieurs avec des thèmes variés, donc c'est à réfléchir et on est preneuse de toutes les suggestions. Moi, il suffit il faut que je les propose pour que ce soit validé, mais je pense qu'on peut organiser pas mal de choses. Et par exemple, dans nos réflexions, on s'est dit pendant notre première webconférence, c'était pour faire un état des lieux où on en est tout le monde a constaté que dans tous les secteurs de la culture, le racisme était quelque chose dont on souffrait énormément et que l'absence de personnes racisées, ça se ressentait dès la formation, d'ailleurs, dès l'école. Et donc, ça a été un constat unanime. La prochaine conférence qu'on veut organiser, c'est sur les outils qui existent et ceux qu'on peut développer et mettre en place. Et il y a pas mal de personnes qui disaient que déjà, il faut savoir de qui on parle dans les projets et que c'est des choses à réfléchir dès l'écriture.
Là, on a une initiative dans quelques temps, le 17 décembre, autour d'une publication qui s'appelle La couleur des rôles. Et c'est des Sarah Lécossé et Maxime Servul qui ont planché justement sur ces questions-là. Donc c'est ouvert, ce sera au Théâtre Traversière le 17 décembre entre 17 et 20h. Donc n'hésitez pas à venir, on peut échanger à ce moment-là. Et je me disais également là que en fait il y a des endroits à l'approche des municipales qui a clairement des endroits où il faut être vraiment présente plus largement, parce qu'on sait qu'il y a des endroits où le Rassemblement national a moins de risques de passer, mais qu'il y a des endroits où il faut vraiment être présente, et que organiser ce type de discussion et de réunion, c'est important. Je sais qu'il y a des listes qui ont été faites des villes où il faut vraiment une présence forte. Donc on peut multiplier les initiatives de ce type dans ces endroits-là. Et je voulais revenir sur l'importance de développer les services publics et de pouvoir je vais reparler de cette histoire de réflexion autour des services publics et de leur financement, pour qu'on puisse avoir des projets où faire des profits ce soit pas le but, mais que le but ce soit de transmettre et de parler de nous et de nos luttes, de ce qu'on veut défendre et développer. Voilà. Si vous voulez, je vous laisse les 2 micros et vous parlez comme ça. Moi, ça fait 2 mois que j'arrête pas de parler non-stop, j'en peux plus. Je voulais revenir sur comment on peut s'organiser entre collectif et force syndicale, parce que force est de constater que, comme dirait un vieux philosophe, Gaston Bachelard, qu'une science a l'âge de ses outils, et qu'aujourd'hui on est face à des modes d'agir et des outils vieillissants, parfois pas adaptés à des réalités contextuelles, mais qui étaient parfaitement adaptés à une réalité qui était en fait une réalité blanche des syndicats notamment. Je reviens très rapidement sur l'affaire Philharmonie, juste avant le concert, donc suite à l'appel qu'on avait lancé. Ghislain Gauthier, pour ne pas le nommer, donc secrétaire général de la CGT Spectacle, a dit interviewé par Mediapart, a dit, je vais vous dire exactement, comme ça, c'est la porte ouverte à tous les abus. Si on impose l'annulation pour cette raison à l'Orchestre Philharmonique d'Israël, donc pour cette raison, c'est les raisons exposées par le collectif Artistes pour la Palestine, donc des raisons institutionnelles. Si on impose l'annulation pour cette raison à l'Orchestre Philharmonique d'Israël, demain, qu'est-ce qui va se passer dans le pays quand il y aura un régime d'extrême droite ? Cette délégitimisation du boycott par une voix importante des forces syndicales a participé, a posteriori, à une criminalisation des voix en soutien pour la Palestine, notamment, et dans un contexte où Omar d'Urgence Palestine était en garde à vue, où ensuite nos camarades ont fait face à une forme de répression importante. Il y a des intellectuels, et notamment ils doivent être la raison pour laquelle il faut légitimer des actions pour la Palestine, des intellectuels israéliens, type Eyal Sivan, qui ont écrit des bouquins sur un boycott légitime. Et je reviens sur l'importance, parce que le boycott est une forme d'action, il y a d'autres formes d'action, mais le boycott est légitime et légal. La campagne BDS, je crois que c'est en 2019, a gagné un procès contre l'État français qui avait essayé de criminaliser des campagnes de boycott contre des institutions israéliennes. Et aujourd'hui, on ne peut pas donner du grain à moudre à cet État répressif dans le cas d'un appel à boycott légitimé et légal. Donc, j'en reviens à ce que je disais sur nos outils et sur le vocabulaire qu'on doit partager, aussi sur à quel point l'urgence
je dirais, de se saisir de l'agenda décolonial va aussi permettre d'alimenter tout ce que les syndicats mettent en place pour lutter contre le racisme dans les institutions culturelles. Parce que ça doit être conjoint. On ne peut pas penser les deux de manière dissociée. Voilà. Donc c'est pour ça que je parlais de... Il faut assumer une radicalité aujourd'hui. On ne peut plus être dans une forme de compromis avec des institutions qui sont au pouvoir et qui, en fait, ont laissé... Parce qu'en fait, le fascisme n'a pas attendu la montée du RN aujourd'hui et sa potentielle arrivée au pouvoir pour s'immiscer dans nos institutions, et encore de manière plus flagrante dans nos institutions culturelles, qui sont constamment dites apolitiques. Ça a été une planque pas possible pour les fachos. Donc on ne peut pas laisser... Enfin, moi, quand j'ai lu cette déclaration du secrétaire général de la CGT Spectacle, mais je suis tombé des nues. Parce qu'il y a un endroit où c'était un manque de solidarité complet, mais pas avec nous, les militants pro-pal, occidentaux, mais avec un peuple qui est en train de crever sous des bombes. C'est ni plus ni moins ça. Et à un endroit, ce boycott est légitime, légal, il faut le rappeler. On le rappelle, s'il faut le rappeler, on le rappellera constamment, mais il doit être suivi. Et une action de boycott, on parlait de précarité aussi dans le milieu de la culture, mais elle est redoublée quand c'est le milieu de la culture militant. Un collectif comme le collectif des jeunes de Belleville ou d'autres collectifs n'ont pas d'existence légale, type comme les associations, etc., enfin pour certains, et donc font face plus facilement à des formes de répression de la part des pouvoirs en place. Donc de créer des alliances, et quand je dis créer des alliances avec des organisations syndicales et d'autres collectifs, c'est que chacun ne cède pas à ses priorités pour l'autre. C'est qu'on puisse mener tous ensemble nos priorités. Et ça exige un énorme travail. Et en fait, là, il aurait simplement suffi d'une discussion à table avec la CGT pour pouvoir se mettre d'accord sur ce genre de choses, avant qu'il y ait ces dingueries qui sortent. Et ça, on est obligé de le mener aujourd'hui, ce travail. Parce que et les concessions, les concessions, ce ne sera pas des concessions, ce sera des accords. On les fera des deux côtés, du côté des collectifs comme du côté des forces syndicales. Et ça me paraît nécessaire d'insister sur l'urgence aujourd'hui, après 2 ans de génocide, mais X années d'occupation illégale, et en France, des criminalisations contre des voies pour la justice qui se multiplient. Ça me paraît nécessaire de enfin penser ce rapport. Quand j'entends des dialogues qui disaient à partir de 2006, on est allé voir les syndicats et on a pu commencer à s'organiser avec eux. Je considère que si l'existence de collectifs décoloniaux, notamment, existe aujourd'hui en dehors des organisations syndicales, c'est parce que le sujet n'était pas à jour, je dirais, dans les revendications. Et nous, tout ce qu'on invite c'est collaborer ensemble pour essayer de construire ces actions de manière commune. Mais pour ça, il doit y avoir à la fois un partage d'outils important. Et nous, quand je dis nous, je parle au nom même de militants pro-palestiniens qui ont travaillé bien avant que je naisse, qui ont mis à jour toute une liste d'outils légaux, encore une fois, et légitimes, et à appliquer de manière très très urgente dans le milieu de la culture. Et encore une fois, on ne peut pas réclamer évoluer au niveau de nos droits sociaux, solutionner notre précarité sur le dos d'autres formes d'oppression. C'est juste philosophiquement et rationnellement, éthiquement impossible. Donc voilà, c'est pour ça que j'invite urgemment à ce travail. Ouais, du coup, je me permets de répondre directement, parce que juste pour rappeler comment ça fonctionne dans un syndicat, donc tu cites Guilain, mais en fait, donc on prend des décisions après des débats et des échanges,
Et donc, en fait, on a sorti un communiqué largement en amont, en amont du concert, demandant à ce que ce concert n'ait pas lieu s'il n'était pas fait mention du génocide en cours, et que, évidemment, on dénonce et qu'on condamne. Ça, c'est une évidence. Et ensuite, il a été décidé au cours des échanges que les annulations de spectacles et étant les choses qu'on dénonce de la part de l'extrême droite, qu'on ne voulait pas employer les mêmes méthodes et qu'on voulait avoir d'autres méthodes et ne pas appeler à l'annulation. C'est la décision qu'on a prise collectivement au sein après, comme je le dis, des débats. C'est comme ça qu'on fonctionne. Donc voilà. Après, c'est vrai que c'est des choses qui se sont faites là. On a réagi ensuite. Donc je vous appelle à lire les communiqués, les 2 communiqués qu'on a publiés, parce que là, c'est une phrase qui est citée. Donc il y a largement plus à lire et qui explique notre position. Après, je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il faut qu'on en discute et que c'est bien d'en discuter, mais que parfois il y a des décisions qui doivent se prendre dans l'urgence et que on n'a pas forcément le temps de discuter en amont. Et pour parler de manière plus générale, tout orga comme toute personne, là, on nous a reproché d'être antisémite, menace de mort, on nous a reproché d'être trop mou de l'autre côté. Donc, on a eu beaucoup de reproches faits de part et d'autre. C'est parfois compliqué de tenir. C'est parfois compliqué d'avoir des réponses dans l'urgence, mais en tout cas, toujours est-il qu'on n'a jamais, notre position est très claire de dénoncer ce génocide, ça ne fait aucun doute. Et après, simplement, on veut nous le dénoncer et agir avec d'autres modes d'action. Voilà. Et ensuite, je rajouterai simplement que tout orga, comme toute personne, fait des erreurs de temps en temps, et que l'important, c'est de se remettre en question et de réfléchir à comment progresser, s'améliorer. Donc voilà, de toute façon, on n'a pas on n'a pas on n'a pas la vérité ni les bonnes décisions tout le temps, mais on essaie de faire au maximum collectivement pour avoir les meilleures décisions à chaque fois, quoi. Voilà, les meilleures actions également. Voilà, donc. Non, c'est juste rapide. Hein. Voilà, je suis appuyé un peu sur ce que le camarade vient de dire. Aujourd'hui, on n'a pas le choix. Il faut qu'on se mette ensemble. Il faut qu'on travaille ensemble. Toute l'organisation aujourd'hui, si on veut que ça bouge, il faut qu'on arrive à faire des choses ensemble. Là, je pense qu'on a une bonne base. Une bonne base, c'est quoi? C'est 18 décembre. 18 décembre, si on s'est mis ensemble, ça sera une bonne base. Donc, à partir de là, on va continuer à se voir, et on va continuer à planifier des actions. Si on s'est mis ensemble, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas face à ce gouvernement-là. Eh bien, ils sont hyper, la dernière fois, quand Bayrou a sauté, ils sont hyper. Parce qu'on a annoncé le bloc en tout. Donc, pourquoi pas se mettre ensemble, de prévoir ce genre des actions. Et là, moi j'ai arrivé, camarade, il a dit quelque chose tout à l'heure, c'est très important. Chacun garder sa ligne. Mais qu'on arrive à travailler ensemble. Ce n'est pas parce que le collectif et les syndicats ne peuvent pas travailler ensemble. Non. Chacun a ses revendications très précises. Mais il y a des points communs il faut qu'on améliore tout ça, qu'on travaille tous ensemble. Voilà, merci.
Alors, il nous reste 5 petites minutes. Peut-être si vous voulez dire quelque chose, Mamadou et Nader. Je te laisse le mot de la fin. Moi, je voulais juste vous remercier d'être là et de multiplier les actions pour le 18 décembre. Donc, tout ce que vous pouvez faire, organiser même des moments dans vos universités, dans vos milieux de lutte, etc., etc. Et voilà, je voulais dire qu'il y avait un ciné-débat autour des luttes menées par des migrants et des migrantes contre le racisme, pour l'égalité des droits et la solidarité, avec en présence des CSP, des mineurs. On sera aussi là, les étudiants et étudiantes étrangers, et ça se passe le 10 décembre 2025, donc à 18h, Sorbonne Université, 4 places Jussieu. Et voilà, je vous invite à nous suivre aussi pour les cours de français sur le Instagram. C'est les cours de français Université de Paris 8. Et on fait des appels, et pour nous rejoindre, on fait souvent des publications et tout. Et donc ça permet de garder le lien. C'est ce que disait le camarade Diallo, c'est garder le lien, garder toutes ces connexions-là qui sont en train d'être fédérées en ce moment, et de continuer au-delà du 18 décembre. Merci à vous. Égaux, égal, personne n'est illégal. À toi la parole, mon frère. Merci. Moi aussi, je vais juste rappeler deux dates qui sont très, très importantes. C'est le 9 décembre, on a une assemblée qui est ouverte à tout le monde, une assemblée générale qui est publique. Et on invite tout le monde à assister à cette assemblée. Et le 11 décembre aussi, nous avons déclaré un rassemblement à l'hôtel de ville, parce qu'on a un rendez-vous avec David Béliard, celui qui s'occupe des passes Navigo pour discuter sur ça. Du coup, bon, après, je pense qu'ils ont déclaré à partir de 15h jusqu'à 18h. Et nous invitons tout le monde à venir assister et à apporter un soutien au collectif. Merci. Merci beaucoup. Juste un dernier rendez-vous, parce que chaque lundi, on fait aussi des rendez-vous à la Bourse du Travail avec la Marche des Solidarités. Je pense que c'est important de venir et d'assister à ces réunions-là, parce que c'est le moment où ça parle. Tout le monde est invité à venir, parce que c'est le moment où on parle vraiment de la Marche des Solidarités ensemble et tout. Donc je serais vraiment très très heureux de vous revoir à cette occasion, donc à la Bourse du Travail à 19h chaque lundi, et on vous attend. Merci beaucoup. Merci encore. Merci. Donc on va se quitter. Je vous fais un petit récap agenda pour ce qui va se passer en lien avec du coup la journée du 18 décembre. Donc effectivement, les lundis à la Bourse du Travail, il y a les AG de la Marche des Solidarités et de l'Intercollectif. Donc le 9 décembre, comme tu l'as dit Mamadou, il y a l'AG des mineurs isolés à la Bourse du Travail à 18h. Le 10 décembre, comme tu l'as dit aussi Nader, la projection de La Balade des Sans-Papiers à Jussieu à 18h. Le 12 décembre, il y a aussi une projection donc, de Mothership à la Bourse du Travail, salle ENAF, donc 12 décembre. 14 décembre, retenez bien aussi cette date, on va faire une soirée de soutien en co-orga avec la Marche des Solidarités. Du coup, ça aura lieu au Folia. Il y aura l'orchestre des jeunes qui va jouer, il y aura un groupe de cumbia et il y aura le DJ qui viendra tout à l'heure qui s'appelle Ouri qui va jouer aussi. Ça va être très 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 bien. Donc au Folia à Belleville le 14 décembre. Ensuite, le 16 décembre, à la Bourse du Travail d'Aubervilliers, il y a un cours sur le droit des travailleurs sans papier. 16 décembre, Bourse du Travail d'Aubervilliers. Et ensuite, 16, 17, 18, il y a la grève des travailleuses du social et du médico-social qui sera en soutien à, du coup, la Journée internationale des migrants le 18 décembre. Voilà, donc buvez bien, mangez bien, c'est prix libre et du coup, tout sera renversé au collectif de sans-papiers et aux artistes des frigos. Voilà, merci beaucoup.